J'ai fait une erreur de recrutement qui a failli détruire la culture qu'on avait mis des années à construire. Le gars était brillant, il avait tout sur le papier, une expertise technique hors pair, des projets à plusieurs dizaines de millions derrière lui, un réseau solide. On l'a engagé et en moins de 6 mois, la moitié de l'équipe voulait partir. Ce que j'aurais dû voir, je ne l'ai pas vu, parce que les signaux n'étaient pas là, parce que je ne savais pas quoi chercher. Si vous êtes dirigeant dans le BTP et que vous avez déjà recruté quelqu'un qui semblait parfait et qui s'est révélé être un problème, cette vidéo est pour vous. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer 3 choses précises. Pourquoi recruter sur les hard skills est la première erreur que font les dirigeants du BTP et ce qu'il faut regarder à la place. Pourquoi les 2 premiers mois d'une nouvelle recrue déterminent tout ce qui suit et comment les gérer sans y passer tout votre temps. Et comment j'ai failli perdre plus de 20 personnes en une semaine pendant le Covid. Et aussi ce qu'on a fait pour retourner complètement la situation en 6 mois. J'ai recruté les 80 premières personnes de Swissrock moi-même, sans DRH, sans chasseur de tête au départ et sans process formel. Tout ce que je vais vous partager aujourd'hui, je l'ai appris en faisant des erreurs que vous n'avez plus besoin de faire. Dans le BTP, on recrute toujours de la même façon. On attend d'être débordé, on publie une annonce, on lit les CV et on choisit celui qui a le plus d'expérience, le plus de certifications et le plus de projets derrière lui. Et 6 mois après, la personne est partie, ou pire, elle est restée, mais elle crée des problèmes qu'on n'arrive pas à identifier. Je connais ce cycle, je l'ai vécu des dizaines de fois avant de comprendre ce qui ne fonctionnait pas. Le problème, c'est pas que vous recrutez mal, c'est que vous regardez au mauvais endroit. Vous évaluez ce qu'une personne sait faire, vous n'évaluez pas qui elle est. Et dans le BTP, où les projets durent des mois, où les équipes travaillent sous pression, où la communication entre les corps de métier est déjà un défi permanent, c'est qui elle est qui va tout déterminer. La question que je vous pose maintenant, sur vos 3 derniers recrutements, combien de temps avez-vous passé à évaluer la personnalité de la personne versus ses compétences techniques? C'est d'ailleurs la première chose qu'on regarde avec les dirigeants qu'on accompagne chez Tenkai. Pas le CV, pas l'expérience, la personne. Et dans les 20 prochaines minutes, je vais vous montrer exactement comment on fait ça. Le recrutement qui a failli tout détruire. On cherchait un chef de projet solide. On avait des chantiers qui grossissaient. On avait besoin de quelqu'un qui pouvait gérer la construction de plusieurs maisons en parallèle. Et on a fait appel à un chasseur de tête. On a reçu plusieurs profils et il y en avait un qui se démarquait clairement. Une expertise technique impressionnante, des projets à plusieurs dizaines de millions derrière lui, un réseau étendu et sur le papier, c'était le profil idéal. Alors on l'a engagé, bien payé pour l'époque et on attendait que ça décolle. Et très rapidement, on a commencé à entendre des choses. Nos sous-traitants nous disaient de faire attention, nos clients rapportaient des commentaires étranges et en interne, l'ambiance changeait. Ils ne partageaient rien avec l'équipe, il avait un ego qui prenait toute la place. Et on a quand même continué pendant 1 an avec lui parce qu'on n'avait pas le choix. Et en plus de ça, on n'avait pas le cash flow pour se permettre de changer, mais la culture se dégradait, nos équipes se démotivaient et des personnes sont parties. Et quand il est finalement parti de lui-même, quelque chose d'inattendu s'est passé, la boîte s'est dynamisée immédiatement. L'ambiance a changé en quelques semaines, les gens recommençaient à collaborer, à partager, à avancer ensemble. Et c'est là qu'on a compris ce que ce recrutement nous avait vraiment coûté. Pas en argent, mais en culture, en énergie et en temps perdu. Et on a pris une décision, on ne recruterait plus jamais en commençant par les hard skills. Depuis ce jour, j'utilise un filtre que j'appelle les 3 M. Motivation, mentalité, méthode. En fait, la règle de base, c'est quoi? On évalue d'abord la motivation et la mentalité et les méthodes, on les évalue en dernier. Ce que je cherche à comprendre, c'est où en est la personne dans son développement personnel. Je pense à la pyramide de Maslow. En bas, il y a les besoins physiologiques et la sécurité. Au milieu, l'appartenance et l'estime de soi. Et en haut, le besoin d'accomplissement et développement personnel. Plus le profil est senior, plus je veux quelqu'un qui se situe en haut de cette pyramide. Quelqu'un qui a confiance en lui, qui est curieux, qui a envie de s'accomplir. Pour évaluer ça, je pose une question simple. Qu'est-ce qui vous motive vraiment dans ce que vous faites? Et j'écoute. Est-ce que la réponse est matérielle, l'argent, la sécurité, ou est-ce qu'elle parle de valeur, d'apprentissage, de contribution? La réponse me dit immédiatement où cette personne en est. La mentalité, c'est le critère le plus important et le plus difficile à évaluer. Ce que je cherche, c'est des gens qui sont humbles, curieux, capables de travailler en équipe, qui prennent les responsabilités sur eux plutôt que de la rejeter sur les autres. Et pour l'évaluer, je regarde systématiquement les transitions entre les postes. Pourquoi la personne est-elle partie de chaque emploi? Est-ce qu'elle est partie d'elle-même? Est-ce qu'elle a été licenciée? Et surtout, quelle est sa version de l'histoire? Si à chaque transition, c'est toujours la faute de l'autre, le patron était incompétent, l'équipe ne fonctionnait pas, alors là, je me pose des questions. Je veux quelqu'un qui dise « j'ai quitté ce poste parce que je n'étais pas assez bon sur tel aspect, j'ai appris ça ». Cette honnêteté, c'est quelque chose de très fort. En fait, je vais aussi sortir la personne du cadre. Si elle arrive trop préparée avec des réponses trop lisses, je rentre dans le détail. Elle me parle d'un projet qu'elle a monté, alors je lui demande combien ça lui a coûté personnellement, pourquoi ça n'a pas abouti, qu'est-ce qu'il aura fait différemment. En fait, l'objectif, c'est pas de la mettre en difficulté, c'est de voir comment elle résonne. Les personnes avec une bonne mentalité s'en sortent brillamment, elles sont honnêtes, directes et elles ne cherchent pas à se défendre à tout prix. Maintenant, les hard skills. Ce que la personne sait faire techniquement, je les évalue en dernier. Et pour un poste de junior, ils ont peu d'importance. Les méthodes s'apprennent, la motivation et la mentalité, beaucoup moins. On a essayé à une époque de faire recruter des profils techniques par des techniciens. Les résultats ont toujours été mauvais parce que les techniciens regardent uniquement la compétence technique et ignorent tout le reste.
reste. C'est exactement ça l'erreur. La prochaine fois que vous recrutez, posez cette question en entretien. Racontez-moi une situation dans votre vie professionnelle ou personnelle où vous avez échoué. Et qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que vous en avez appris? Et là, écoutez la réponse. Est-ce que la personne prend la responsabilité sur elle? Est-ce qu'elle est honnête sur ses erreurs? Cette seule question vous dira plus sur la mentalité de la personne que 3 heures d'entretien technique. Mais recruter la bonne personne ne suffit pas. Si vous ne savez pas l'intégrer, vous allez perdre dans les 3 premiers mois. Et dans le BTP, un départ dans les 3 premiers mois, c'est de l'argent, du temps et de l'énergie jetés à la poubelle. Voici comment on a résolu ce problème chez SwissRock. L'erreur d'intégration que font presque tous les dirigeants du BTP. Vous recrutez quelqu'un, vous n'avez pas le temps de le former correctement parce que vous êtes déjà débordé, vous lui donnez quelques informations en passant et 3 mois plus tard, la personne n'est pas opérationnelle et vous vous dites vous auriez mieux fait de faire tout ça vous-même. Et ce n'est pas un problème de recrutement, c'est un problème d'onboarding. En fait, un mauvais recrutement coûte souvent entre 50 et 150% du salaire annuel et on peut dépasser les 200% sur des postes clés. En fait, c'est pas seulement à cause du temps perdu, mais c'est à cause de la perte d'informations. Parce que dans le BTP, un chef de projet qui part emporte avec lui des mois de relations clients, les négociations en cours avec les sous-traitants, les détails techniques des chantiers, les risques identifiés. Cette information-là ne se transfère pas en 1 heure de passation. Et si votre organisation n'est pas structurée pour la capturer, vous la perdez à chaque départ. Ce qu'on a fait chez SwissRock. Au début, c'est moi qui onboardais tout le monde. Je faisais un all-around complet de l'entreprise avec chaque nouvelle recrue. Je l'emmenais rencontrer toutes les personnes clés. J'organisais des déjeuners pour qu'elle puisse échanger avec ceux dont j'estimais qu'elle allait avoir le plus à apprendre. Je passais 2 ou 3 jours pleins avec elle au départ et ce n'était pas scalable. Ça m'a appris quelque chose d'essentiel. La partie la plus importante de l'onboarding, ce n'est pas l'administratif, ce n'est pas le contrat, le matériel, l'accès aux outils. C'est que la personne se sente à l'aise, qu'elle n'ait pas peur de poser des questions et qu'elle comprenne qu'il n'y a pas de questions idiotes. Et avec le temps, j'ai délégué cet onboarding à mes managers et je leur ai transmis la méthode. Et puis, on a recruté une talent acquisition en RH qui a structuré tout ça avec un welcome kit, une présentation des équipes, un suivi administratif propre. Mais le principe est resté le même. Pendant le premier mois, on ne parle pas de performance, on ne parle pas de KPI, on laisse le temps à la personne de s'imprégner. En fait, on lui fait comprendre qu'on lui fait confiance et on est là quand elle a besoin. Parce que si elle est bien accueillie, si elle s'entend bien avec l'équipe, si elle a les bonnes valeurs, ça va très vite. Une personne qui se sent en confiance apprend 3 fois plus vite qu'une personne qui a peur de faire des erreurs. 3 principes concrets pour un onboarding réussi. Premier principe, les 2 premières semaines, votre seul objectif est que la personne se sente à l'aise. Pas opérationnel, à l'aise. Ce n'est pas la même chose. Deuxième principe, vous organisez des rencontres avec les personnes clés de l'équipe pour que la nouvelle recrue ait des vraies conversations, des déjeuners, des échanges informels. C'est là que se construisent les vraies relations qui vont permettre à la personne de bien travailler par la suite. Troisième principe, définissez un premier livrable concret à 30 ou 60 jours. Pas un objectif flou, un livrable qui est précis, mesurable et avec une date. Ça donne un cap à la personne et ça va vous permettre de voir rapidement si elle est sur la bonne trajectoire. Une action concrète à faire avant votre prochain recrutement. La prochaine fois que vous recrutez, bloquez 2 jours dans votre agenda pour être présent avec la nouvelle recrue pendant ses premiers jours. Pas pour lui donner des tâches, mais pour lui montrer comment vous voyez les choses, ce qui est important pour vous, comment vous travaillez. Et ce temps-là vaut beaucoup plus que n'importe quel autre process d'onboarding écrit. Maintenant, vous savez recruter, vous savez former, mais comment est-ce qu'on fait pour que les bonnes personnes aient envie de rester? Parce que dans le BTP, la guerre des talents est réelle. Et si vous pensez que c'est une question de salaire, ce que je vais vous dire maintenant va vous surprendre. Partie 3, gardez les bons sans exploser la masse salariale. La majorité des dirigeants BTP pensent que pour garder leurs meilleurs éléments, il faut payer plus. Alors ils augmentent les salaires, ils donnent des bonus et quelques mois plus tard, la personne part quand même pour 20% de plus chez un concurrent. Chez SwissRock, le salaire n'a jamais été notre principal argument de recrutement et ça ne nous a jamais freiné. On reçoit des centaines de candidatures spontanées chaque mois. Nos collaborateurs refusent régulièrement des offres à 20 voire 30% de salaire en plus chez nos concurrents. Pourquoi? Parce que ce qui fait vraiment rester les gens, c'est la vision et les valeurs, pas le salaire. Je pense par exemple à SpaceX. La culture interne est épuisante. Les horaires sont inhumains. Et pourtant, 100% des personnes qui rejoignent SpaceX l'ont fait pour la vision. Parce que la vision est tellement forte qu'elle donne un sens que l'argent seul ne peut pas donner. À notre échelle, c'est exactement ce qu'on a construit chez SwissRock. Les personnes nous rejoignent parce qu'ils comprennent notre vision d'un groupe immobilier intégré où tous les corps de métier collaborent ensemble. Ils ont passé leur carrière à se battre contre les architectes, les ingénieurs, les développeurs. Et quand ils voient qu'il existe une boîte qui a décidé de mettre tout le monde sous le même toit, ça leur parle profondément. En fait, c'est ça qui crée la fidélisation durable, pas la prime de fin d'année. La crise qui a tout changé. En 2020, pendant le Covid, on a failli perdre une grande partie de notre équipe en quelques semaines. En fait, on venait de racheter une entreprise générale et on devait standardiser tous les contrats de travail. Les 2 entités avec des conditions différentes, on ne pouvait pas donner le meilleur des 2 à tout le monde, donc financièrement, c'était impossible. Alors on a revu les contrats
et on a enlevé certains avantages et ça a explosé. En fait, les équipes étaient déjà surchargées, elles géraient 2 fois plus de projets que la normale parce qu'on leur demandait d'implémenter de nouveaux process, de nouvelles technos. Et là, quand on leur a annoncé une réduction des avantages, j'ai passé des semaines à faire des one-to-one avec chacun pour expliquer notre décision. Et ça passait bien dans mon bureau, mais dès qu'ils en sortaient, rien n'avait vraiment changé. C'est là que j'ai commencé le personal branding sur LinkedIn. En fait, j'ai commencé à parler de nos valeurs, de notre vision, de ce qu'on construisait. Nos équipes ont vu ce que je communiquais et quelque chose d'inattendu s'est passé. Notre pipeline de CV, il a explosé. En fait, on a reçu 2, 3, 4 fois plus de candidatures qu'avant, des profils excellents et à chaque fois qu'une personne partait, on avait les moyens de la remplacer par quelqu'un de plus compétent. Et les équipes, en fait, elles ont vu ce changement et elles ont compris que l'herbe n'était pas plus verte ailleurs et progressivement, la culture s'est redressée. En 6 mois, on était sorti de la crise plus fort qu'avant. On a tout essayé, les all hands meetings, les daily stand-up, les team building imposés, la plupart n'ont pas fonctionné. En fait, on a fini par comprendre pourquoi. La meilleure culture, c'est celle qui émerge naturellement des équipes elles-mêmes, pas celle qu'on impose depuis la direction. En fait, je vous donne un exemple. Chez Swissrock, les commerciaux voulaient faire des after-work le jeudi soir. On a dit oui. L'équipe de construction voulait célébrer chaque livraison de chantier avec les sous-traitants. On a dit oui. Les équipes proposaient des activités de team building. Dans 80% des cas, on disait oui. Ce n'est pas la direction qui a dit que le jeudi soir, tout le monde devait se réunir. C'est venu des collaborateurs eux-mêmes. Et on a découvert quelque chose de hyper puissant. Quand un patron vient sur le chantier d'un collaborateur pour voir ce qu'il a construit, ça vaut 10 bonus. En fait, la reconnaissance sur le terrain, la fierté de montrer son travail, c'est un levier de fidélisation que l'argent ne peut pas acheter. Aujourd'hui, 25% de nos recrutements viennent de la cooptation. Ça veut dire qu'un quart de nos nouvelles recrues sont recommandées par des collaborateurs en interne. Ça, c'est la mesure la plus honnête de la satisfaction d'une équipe. Cette semaine, faites une seule chose. Allez sur le chantier ou dans l'espace de travail d'un de vos collaborateurs, pas pour contrôler, mais pour voir, pour montrer que vous vous intéressez à ce qu'il fait. Ce déplacement de quelques minutes va lui donner encore plus de motivation. Si vous voulez que j'approfondisse l'un de ces sujets dans une prochaine vidéo, suivez-moi sur Instagram. Le lien est en bio et c'est là que je partage du contenu au quotidien et que vous pouvez me poser toutes vos questions. Voilà les 3 parties et ce que vous pouvez appliquer dès cette semaine. Partie 1. Recruter. Avant votre prochain entretien, posez-vous une seule question. Racontez-moi un échec. La réponse vous dira tout ce que le CV ne vous dira pas. Partie 2. Former. Bloquez 2 jours dans votre agenda pour votre prochaine recrue. Pas pour lui donner des tâches, mais pour lui montrer qui vous êtes et ce que vous construisez. Ces 2 jours valent 6 mois de process. Partie 3. Garder. Cette semaine, allez sur le terrain d'un de vos collaborateurs juste pour voir, juste pour montrer que ça compte et vous verrez que ça vaut plus que n'importe quelle augmentation. Pas besoin de tout changer en même temps. Choisissez ce qui vous parle le plus maintenant et commencez par là. Tout ce que je viens de vous partager, je l'ai appris en faisant des erreurs, des recrutements ratés, des onboardings bâclés, une crise en interne qui aurait pu tout faire s'effondrer, mais les résultats sont là. J'ai recruté les 80 premières personnes de Swissrock moi-même et sur 10 ans, notre taux de turnover est inférieur à 10%. Un départ sur 4 est volontaire, les 3 autres, c'est nous qui décidons d'arrêter la collaboration. 25% de nos recrutements viennent de la cooptation. Nos collaborateurs recommandent Swissrock à leur réseau. Et c'est la preuve la plus honnête qu'une culture fonctionne. Nos meilleurs éléments refusent régulièrement des offres à 20 ou 30% de salaire en plus pour rester et certains sont partis et ont demandé de revenir. Et en fait, on ne les reprend pas. Parce que quand quelqu'un choisit de partir, il doit assumer et parce que c'est un message qui renforce la rétention de ceux qui restent. C'est pas une question de chance ou de réseau, c'est une question de méthode. Et cette méthode, elle s'apprend et elle se construit.